Donc, si on en revient aux attaques DDoS, elles ont également été utilisées contre des nations, hein. En 2007, on a une attaque qui a perturbé une grande partie du gouvernement, des finances et des médias estoniens. Ça a mis en rideau le pays, hein, pendant 2 jours. On pouvait plus régler avec la carte bleue, les marchés se sont effondrés et les médias ne pouvaient plus émettre, hein, sur certaines bandes de fréquences. D'accord? Donc une autre attaque a aussi détruit les services en Géorgie, hein, coïncidant avec une autre coïncidence quelques semaines avant que la Russie n'envahisse une partie de la Géorgie. Donc on voit ce que je vous disais, appui de la composante cyber virtuelle dans le monde physique réel sur un théâtre d'opération, hein. Et le virtuel peut avoir une implication sur le physique, hein, sur le réel. Donc, fusion entre l'espace et le cyberespace. C'est ce qu'on voit depuis quelques années. 2007, ça fait maintenant 15 ans. D'accord? Donc les attaques ont peut-être été perpétrées par la Russie ou par des cyberémeutiers, comme on les appelle, ou comme les prétendent les Russes, hein. Ils se détachent de tout ça, ils disent non, on n'a rien à voir. Peut-être qu'ils ont utilisé des proxys, des serveurs venant de Russie, mais l'État russe ne fait pas ça, hein. Mais en tout cas, toute l'infrastructure électronique gouvernementale et commerciale d'un État-nation a été attaquée, dégradée. Ça, il n'y a aucun doute possible. Donc, c'est toujours le même problème, le principe de non-attribution, hein. Comme je vous disais, c'est très dur de prouver, hein. Et si vous pouvez le prouver, vous savez que vous allez, comment dire, commencer à escalader, hein, en termes de tension diplomatique, puisqu'on ne peut pas aller directement, même voir un pays belligérant, co-belligérant, comme c'est le cas, et lui dire, bah écoutez, maintenant on sait que c'est vous, c'est votre cyberattaque, et puis on peut toujours être manipulé, intoxiqué, hein. Je vais coder ma cyberarme en chinois, et tu vas croire que ce sont naturellement le PLA qui a fait ça, alors que ce sont les services de renseignement d'un autre pays, tu vois? Donc, principe de non-attribution, c'est très dur et quand bien même si tu peux le faire, eh ben, tu seras bloqué, tout simplement, parce que il faut respecter le protocole diplomatique, d'accord? Donc les attaques DDoS, ça nécessite un nombre important d'ordinateurs pour se lancer, hein. C'est pour ça qu'on parle de déni de service distribué, d'où pas DOS mais DDoS, d'accord? Donc, si les attaquants possédaient ou louaient des milliers d'ordinateurs, ils pourraient le faire eux-mêmes. Mais en réalité, les attaques DDoS sont lancées à partir de botnet, un réseau de souvent des milliers d'ordinateurs tiers, où les attaquants, eh ben, ont eu un accès à un contrôle durable et vont s'en servir, pardon, pour faire des attaques par robot pivot. Donc les attaques extérieures, bien que souvent efficaces, souffrent de plusieurs inconvénients. Elles sont facilement détectables. La perturbation ne dure que tant que l'attaque est active. Ils n'ont aucun impact sur le cœur sensible d'un réseau. Il y a peu ou pas de dommages durables et la récupération est presque immédiate dès que l'attaque se calme. Enfin, l'attaque peut impacter des tiers innocents, hein, qui se trouvaient sur le chemin. Donc le CNA non cinétique lancé depuis l'intérieur du réseau offre une gamme d'options beaucoup plus large. APT, menace persistante avancée. Les attaques peuvent être subtiles et difficiles à détecter. Ils ont le potentiel d'atteindre les systèmes ou des données plus sensibles ou critiques. Les dégâts peuvent être graves et durer bien au-delà de la durée de l'attaque. La récupération peut être coûteuse, prendre du temps, et enfin une attaque interne peut être personnalisée et hautement ciblée pour réduire les dommages collatéraux. D'accord? Et l'impact aussi, hein, sur les systèmes non ciblés. Le premier exemple à grande échelle de ce type d'attaque avait toutes ses qualités, hein. 2010, le monde découvre Stuxnet, une attaque sur mesure contre l'Iran. Le logiciel d'attaque s'est propagé via des vulnérabilités 0D, inconnues et non corrigées, pour atteindre sa cible ultime, les contrôleurs logiques programmables qui contrôlent les centrifugeuses iraniennes. Je vous en ai parlé en préambule. Là, c'est l'auteur qui vous en parle. Une fois installé, le programme modifie subtilement les contrôleurs d'une manière qui provoquerait la panne des centrifugeuses. Ces premières attaques du genre auraient endommagé 20% des centrifugeuses iraniennes avant d'être détectées. À ce stade, il était en cours depuis au moins un an,
hein, l'implant, avec des composants du logiciel en cours de développement depuis au moins 5 ans. Donc on voit que ça sort directement, je vous le disais, de laboratoire militaire. Quelques années plus tard, le logiciel malveillant Wiper, hein, qui va détruire le MBR, le Master Boot Record, donc empêcher le bon démarrage de l'ordinateur. Quelques années plus tard, on a le logiciel malveillant Wiper, hein, qui a frappé deux incidents distincts. La compagnie pétrolière Saudi Aramco 2012 et diverses sociétés financières et médiatiques sud-coréennes en 2013. Le programme Wiper s'est propagé en volant et en utilisant des informations d'identification, puis, selon la variante, soit immédiatement ou soit à l'heure indiquée, hein. Donc c'est ce principe de time bomb, hein. Une time bomb se déclenche euh, à une heure précise, hein, où on va parler de virus, de bombe logique, hein. Une bombe logique s'exécute une fois que certaines conditions sont remplies. Ok? C'est des booléens. Vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Ok? Quelle heure est-il? Le jour, la nuit? Vrai, faux. Est-ce que les salariés sont dans l'entreprise ou pas? Vrai, faux. Est-ce que je dois attaquer le cœur de réseau? Vrai, faux. Est-ce que je lance l'attaque en fonction de ces 3 variables? OK? C'est des booléens. Vrai, faux, vrai, faux. Si les 3 sont vrais et c'est ce que j'ai programmé à ma bombe logique, elle va s'exécuter en temps et en heure. D'accord? Donc elle peut rester résident, attendre, et quand les conditions sont remplies, quand l'horodatage est atteint, une certaine heure, certaine date, ça s'exécute. Donc, ça va essuyer les sections critiques des ordinateurs infectés pour les rendre impossibles à démarrer. Hein, c'était pas subtil. Wiper, de mémoire, je crois, s'attaquait au Master Boot Record, le MBR que vous aviez sur vos anciens disques durs. Depuis qu'on est passé au système unifié UEFI, enfin EFI, pardon, euh, on n'a plus de MBR, vous savez, hein, c'est le BIOS EFI qui s'occupe justement, comme tout est unifié, d'initialiser, hein. Je vous avais parlé de toutes ces composantes critiques que vous avez sur vos cartes mères, PCM, PCH, SSM, ça a plusieurs noms, hein, les appels SMI, ACPI, etc., etc., etc. Donc ce type de CNA non cinétique effectué avec l'accès présent par Stuxnet et Wiper est bien plus efficace qu'une attaque extérieure, mais aussi bien plus difficile et coûteuse, hein. Ça nécessite d'abord d'avoir un accès au réseau cible. Cela rend la première partie de l'opération effectivement identique à la collecte stratégique ou dirigée qu'on avait vu dans la première vidéo. L'accès doit être acquis pour chacun d'entre eux. La seule différence, c'est que l'accès est exploité pour causer des dommages plutôt que recueillir de l'information, classiquement. D'accord? Donc là, on a une composante de destruction, hein. Je vous disais, on peut détruire. N'oubliez jamais ça. C'est virtuel. Ça peut avoir des effets de bord. C'est du non cinétique, mais n'oubliez pas qu'il y a le CNA, hein. Et le CNA, là, c'est du cinétique, c'est-à-dire détruire. Détruire, paralyser. On va parler ensuite des accès stratégiques pour une armée. Alors, les opérations d'accès stratégique sont exécutées dans un souci de flexibilité future. Contrairement à la collecte stratégique, elle est inconnue, mais on espère que l'accès deviendra utile à un moment donné pour plus tard, hein. L'accès peut conduire à une collecte stratégique ou dirigée et à des opportunités CNA non cinétiques ou tout simplement à rien du tout, hein. On attend. L'attaquant ne sait pas et ne sait pas si éventuellement l'attaque, hein, va porter ses fruits. Donc encore une fois, on recueille l'information, on fait du data gathering et en fonction de ça, soit on exfiltre les informations, soit on se sert de ces nouvelles informations. Ça peut être de nouveaux comptes, de nouveaux mots de passe, hein, de nouveaux accès à des contrôleurs de domaine pour avancer ces pions sur l'échiquier. En 2013, il a été signalé que le GCHQ, hein, c'est la petite sœur de la NSA, c'est les services britanniques de renseignement qui s'occupent du SIGINT, donc captation électromagnétique, avait piraté le fournisseur de télécommunications belge, Belgacom. Alors ça semble être une opération d'accès stratégique logique. L'accès à cette société pourrait permettre une collecte contre des organisations gouvernementales européennes ou des diplomates à Bruxelles, hein. Ça pourrait ouvrir des opportunités d'écoute ou de manipulation des communications qui traversent via ces services
hein, internationaux et Belgacom se sert de ça, et vous savez qu'en Belgique, on a beaucoup de choses, hein. On a Bruxelles, à Bruxelles, on a également quoi? On a l'OTAN, hein. Donc comme son nom l'indique, ça fournit des services de transport en termes de télécommunications mais aussi à certains gros pays du monde entier. Donc c'est pure spéculation, puisqu'on n'a pas de preuves tangibles, hein. C'est le principe de la cyberguerre, le principe de non-attribution, mais en tout cas, on voit que ça ressemble furieusement au modèle d'une opération d'accès stratégique utile faite par un service de renseignement. On a eu le groupe aussi, hein, qui a essayé d'infiltrer, hein, et de faire des attaques Tempest, hein, et installer des IMSI catchers aux alentours des points névralgiques à Bruxelles. À Strasbourg, on a eu des histoires aussi. Et puis je rappellerai, je vous disais, on va faire appel à une autre agence puisque je ne peux pas le faire moi. Je vous rappellerai que 3 de nos présidents, Chirac, Sarkozy, Hollande, ont été espionnés pour le compte de la NSA par le BND, hein, les services, extérieurs allemands. D'accord? Donc encore une fois, vous voyez qu'on se sert tout le temps d'autres agences pour pouvoir faire le taf. Là, ce sont les Allemands qui nous ont espionnés pour le compte des Américains. Donc d'autres exemples de cet objectif opérationnel sont plus difficiles à trouver. Donc d'autres exemples de cet objectif opérationnel sont plus difficiles à trouver car la nature est d'attendre et de prendre des mesures minimales. Pourtant, il est clair qu'une opération d'accès stratégique est plus utile si l'accès est étendu et jusqu'à que l'accès s'avère utile. Donc on va patienter, on peut faire des attaques de supply chain. Je vous ai dit, hein, on va s'occuper des maillons faibles euh, au niveau des relations, hein, des acteurs en présence et des acteurs qu'on veut venir attaquer et on va éventuellement injecter des portes dérobées via des attaques de supply chain, patienter jusqu'à que la mise à jour soit faite, hein, qu'elle soit livrée au matériel informatique, au système d'information, au serveur, et à partir de là, bah, c'est votre cheval de Troie, on la fait rentrer, vous contournez les systèmes de protection, hein, puisqu'on va flasher les firmware de B serveur en se disant pas de problème, hein, on fait une mise à jour, montée de version, et en fait, bah, vous l'avez compris, dans cette version, il y a notre porte dérobée, hein, qui va nous donner accès aux ordinateurs. Alors, l'accès positionnel, hein, on en a parlé, je vous avais montré un diagramme. Ça cible des ordinateurs et des réseaux qui ne présentent pas d'intérêt en eux-mêmes, mais qui sont utiles pour atteindre un objectif différent. La supply chain attack ou attaque de chaîne logistique, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. On va voir Target, donc bah, qui s'est fait péter en 2013, très gros hack, 40 millions de numéros de carte de crédit qui ont fuité. Et ce mécanisme, hein, d'accès positionnel, vous l'avez sous les yeux très succinctement résumé. On a le requin, c'est l'attaquant. On a un fournisseur, hein, de clim et on a la société cible, d'accord? Donc on a notre fournisseur de, hein, chauffage, ventilation et clim. Et on a notre société cible. Donc l'attaque de supply chain, elle s'est faite où? Eh ben, on a attaqué, hein, le fournisseur de CVC pour pouvoir atteindre finalement la société cible, voler les cartes bleues, les CVC. Mais là, les CVC, vous savez que cette fois-ci, c'est le code de vérification des cartes bleues, hein, et on a plus de 40 millions de numéros de cartes de crédit qui étaient dans la nature, hein. Quelques jours plus tard, on a eu des retraits sauvages directement à des DAB, des distributeurs automatiques de billets. D'accord? Donc c'est toujours la même histoire et c'est vieux comme le monde, hein. Un autre exemple d'accès positionnel, c'est l'accès à l'ordinateur personnel d'un employé d'une entreprise cible. Vous savez qu'à la maison, le PC est peut-être plus ou moins sécurisé. Si c'est quelqu'un qui s'y connaît en informatique, il est généralement même plus sécurisé que l'entreprise, croyez-moi. Si le gars s'y connaît et bosse en cybersécurité. Si c'est une personne lambda, naturellement, heu, l'entreprise aura un meilleur système sécurisé. On a tout intérêt à trouver le maillon faible. Le maillon faible, là, en l'occurrence, c'est l'ordinateur personnel d'un employé. OK? Donc l'ordinateur lui-même n'a peut-être aucun intérêt, mais peut-être que l'employé se connecte à l'entreprise cible depuis son domicile. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé quand Microsoft a été piraté, il y a plus de 15 ans.
hein. Et c'est cet accès positionnel via l'ordinateur de l'employé qui a permis à un attaquant de contourner la sécurité du périmètre de Microsoft. Donc on a plein d'autres exemples, hein. Un autre exemple d'accès positionnel, c'est compromettre un réseau universitaire pour lancer une attaque. Encore une fois, le réseau universitaire lui-même n'a aucun intérêt, mais il offre une couche d'anonymat à un attaquant. Certaines organisations, le CGHQ, on a les documents de Snowden qui corroborent tout ça, qui recherchaient de manière proactive des hôtes vulnérables et qui allaient l'ajouter à leur, comment dire, portefeuille immobilier, hein, pour une utilisation ultérieure. D'accord? Donc activement, oui, on pirate les universités, ça va nous servir de rebond, de pivot, tout simplement, hein. Et puis encore une fois, ça permettra de masquer, d'offusquer, hein, l'origine de l'attaque, et ce principe de non-attribution, hein. Bien sûr que non, c'est pas nous qui l'avons fait, hein, on va utiliser la technique du déni plausible, dans le renseignement et dire: «Non, non, c'est jamais moi qui ai fait ça», hein. Pas du tout. Tu te trompes, tu te trompes. Regarde, c'est une université. Il y a quelqu'un dans l'université qui a fait des choses, pas très recommandables, hein. On va vous aider à attraper ce gars-là. Franchement, il faut le mettre hors état de nuire. Donc voilà, ça c'est le déni plausible, hein, c'est mentir allègrement, mais comme on n'a pas assez de preuves, hein, et puis il y a pas assez de faisceau de preuves, bah, tu peux pas le prouver, d'accord? On a de fortes chances de croire que c'est toi, mais on peut pas le prouver. Donc, bah, tu vas pas t'inculper. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du déni plausible. Plausible deniability. Donc, en attaquant ces intermédiaires, naturellement, je vous le disais, il sera plus difficile pour la cible de retracer l'origine de l'attaque. Ça complique les choses, hein. Pourquoi la Chine aurait piraté une clinique, hem, qui s'occupait de la santé mentale des gens en Californie? Bah, tout simplement parce que ça a permis de lancer une attaque via une APT et sur le système américain, d'accord? Donc encore une fois, vous voyez qu'on c'est ce principe de serveur mandataire, de proxy. Vous allez volontairement, attaquer des points de défaillance, hein, c'est-à-dire tous les ordinateurs de particuliers, de sociétés privées, qui se trouvent sur votre chemin, hein. Et c'est pour ça qu'il y a une reconnaissance agressive de la part de certains pays, hem, pour trouver ces failles, hein. Et on va rentrer dans votre ordinateur. Vous nous intéressez pas, hein. Quand je dis vous, c'est vous, quand je dis nous, c'est un État-nation, d'accord? Donc ça nous intéresse pas, mais ça vous a votre ordinateur va permettre de rebond. Un rebond est lancé, comme c'est le cas, on a le PLA 61398 qu'on appelle APT-1, hein, qui est une section cyber de l'armée populaire de Chine, qui a lancé une APT, hein, et qui a loué des centaines de serveurs répartis dans 13 pays. Pourquoi s'embêter à compromettre un intermédiaire quand vous pouvez aussi tout simplement en acheter? D'accord? Donc on passe par des noms de domaine frauduleux, on passe par des VPS, des VPN, hein, et puis, pareil, on peut se servir aussi de proxy, soit en payant, soit en attaquant, hein, tout simplement et on va se créer un parc de botnets et grâce à ce parc de botnets, soit on va leur demander de faire le taf à notre place, soit tout simplement, on va se servir de la connexion et de leur position géographique pour pouvoir rebondir de saut de puce en saut de puce et plus je multiplie ces sauts de puce, plus ça sera difficile de revenir à moi et quand bien même enfin voilà, hein. Si jamais l'attaque a été lancée à partir d'un réseau Wi-Fi, OK? Et que tu as utilisé une bonne obsèque, hein, et ben, ça va être très, très compliqué, hein. Tu as utilisé un réseau Wi-Fi, tu t'es servi de Tor pour te connecter au parc de botnets qui ont eux-mêmes lancé l'attaque. Ça sera très compliqué, hein, de revenir à ta position. D'accord? Mais voilà, hein, je rentrerai pas dans les détails. Il faut un PC qui soit propre. C'est pas le PC que tu vas acheter, chez Carrefour, tu l'as bien compris, hein. Ça demande, un certain maquillage de l'ensemble de l'ordinateur. Donc voilà, hein,
On a plein d'ordinateurs et vous voyez même, si on doit revenir à Mister Robot, la durée de vie, hein, des ordinateurs dans la série, il les prend, il les jette, il en rachète d'autres, hein, parce qu'encore une fois, voilà, vous achetez votre ordinateur avec votre carte bleue, hein. Vas-y, allez lancer une cyberattaque, vous allez aller finir en prison et on remontera à vous, d'accord? Donc voilà, il y a une certaine obsèque et vous imaginez bien que tous ces petits soucis, là je vous parle de Toto le hacker, si il veut faire, le Black Hat, mais pour un État-nation, on a toute la possibilité de faire du spoofing, de d'usurper, bien sûr, d'acheter en lot, des PC sans qu'il y ait une traçabilité, de modifier, les GUID, les UID de l'ensemble du hardware pour maquiller, hein, les numéros de série et qu'on ne puisse pas retrouver, hein, le principe de watermarking et les marqueurs, hein, qu'il y a dans votre matériel. Chaque driver, chaque, composant de votre ordinateur a, de quoi l'identifier, OK? Votre adresse Mac, c'est le meilleur exemple, OK? Qu'on peut spoofer, mais elle reste codée en dur, d'accord? Donc il va falloir réécrire l'ensemble des périphériques pour réinjecter, un numéro de série. Soit on va le voler à un autre ordinateur, soit on va carrément l'effacer. Enfin là, je rentre dans la technique. J'ai pas le droit de vous en parler sur YouTube, hein. Je peux vous parler de la théorie, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire et comment le faire. D'accord? Donc voilà, débrouillez-vous et puis de toute façon, c'est de la cybersécurité, hein. Je vais pas vous apprendre à être un black hat, vous le savez, c'est pas le but de ma chaîne. Mais il faut rentrer dans la tête des gens qui font ça, d'accord? Que ça soit Toto le hacker qui fait du carding, qui va se faire péter par la police ou pas et une agence de renseignement, le renseignement militaire qui opère à un autre niveau de technicité, de connaissance et de sécurité des opérations. Donc les opérations d'accès positionnel comme la collecte dirigée peuvent commencer à une intention spécifique et une courte durée de vie. Cependant, tout comme la collecte dirigée, ces opérations peuvent être étendues. L'ordinateur personnel de l'employé peut être nécessaire si un attaquant perd l'accès au réseau de l'organisation cible. L'accès à la clinique psychiatrique ou un serveur loué peut être utilisé pour lancer plusieurs opérations. Cela dit, tous les types d'objectifs opérationnels, comme l'extension de l'accès positionnel, comportent des risques. L'accès peut s'avérer utile, mais il peut relier différentes opérations, hein, si on en découvre une. Donc encore une fois, c'est un risque calculé que chaque attaquant doit peser, hein, sur la balance. Donc le CNE dit revisiter, hein, ce principe, donc tout ce qu'on a vu, si on fait une synthèse, dans chacun des 5 objectifs opérationnels, collecte stratégique, collecte dirigée, CN1, non cinétique, accès stratégique, accès positionnel, le succès probable de l'opération est lié à sa durée. L'accès étendu offre un plus grand potentiel de collecte de données utiles dans une collecte stratégique, un flux potentiellement constant d'informations, de mise à jour pour la collecte dirigée, ainsi qu'une plus grande fenêtre d'opportunité et un large éventail d'options pour effectuer une CNA non cinétique. L'accès étendu augmente la probabilité que les systèmes compromis pour l'accès stratégique ou par l'accès de position deviennent ou restent utiles. En bref, toutes les opérations, indépendamment de leur objectif, sont plus susceptibles de connaître un plus grand succès si l'accès peut être maintenu, hein. Donc on a ce principe de maintien d'accès, d'accord? Via de la persistance, des portes dérobées. Par conséquent, lorsqu'on réfléchit à la stratégie, une définition plus utile de la CNE que celle présentée plus tôt est ce qu'on appelle des opérations habilitantes. Soutenues et la capacité de collecte de renseignements menée grâce à l'utilisation de réseaux informatiques pour recueillir des données à partir de systèmes ou de réseaux d'informations automatisés qui sont ciblés ou qui appartiennent à nos adversaires. D'accord? Donc c'est ça. L'opération n'est jamais facile, hein. On ajoute un ordre de grandeur, de complexité par rapport à un accès simple. Pourtant, un accès durable, une APT est la clé du succès stratégique tactique. C'est vraiment, et c'est le véritable art de la cyberguerre et du CN. L'exploitation en profondeur d'un ennemi, d'une cible, de façon automatisée. C'est important.
Donc pareil, hein, au niveau du CNE, on peut mettre aussi l'accent sur la durée. Ça a également un effet secondaire bienvenu qui va grosso modo marginaliser le comportement. Au niveau du situational awareness, hein, la recherche d'attention qui est manifestée par divers groupes de hackers ou des armées électroniques euh, autoprogrammées, hein, ce qu'on appelle des hackers étatiques. Il y a de véritables stratégies derrière la dégradation de quelques sites web et la couverture médiatique est un anathème pour un accès durable et donc pour le CNE. Je suis quasiment sûr que les attaques des Anonymous, hein, on vous a dit qu'ils ont fait certaines attaques, c'est des leurs, ok. En termes, ce sont des missiles informationnels qui sont envoyés, les médias reprennent ce bullshit, hein, et derrière, ça permet de couvrir des opérations d'ampleur des services occidentaux pour attaquer la Russie, ni plus ni moins. OK? Et pareil dans l'autre sens, hein. Pensez que toutes les fermes de trolls, toute la propagande, côté russe, hein, et ben, permet de couvrir tout simplement des opérations du FSB, du GRU et j'en passe et des meilleurs. D'accord? Du SVD. Donc bien que la durée soit soulignée, certaines opérations seront intentionnellement de courte durée. D'accord? La temporalité, hein, ça j'en reviens à ce que je vous disais en préambule. Heu il n'y a pas qu'une seule donnée, hein, qui est utile à tirer d'un réseau. Il peut y avoir les circonstances qui changent et le risque politique d'exposition soudain pèse davantage, hein, au niveau de la sécurité de l'information ou des opérations, l'OPSEC, InfoSec, OPSEC. Donc il y a toujours des exceptions, hein. Donc il faut des frameworks, des quadriciels, hein, et il faut de bonnes procédures et encore une fois, maintenir, hein, l'opération, la structure de notre opération, qu'elle soit claire et éviter les cas particuliers puisque ils peuvent avoir des effets de bord, là, pour le coup, concernant la sécurité des opérations. Donc pour le CNE, encore une fois, ce ne sont pas que de simples attaques informatiques, c'est des avantages politiques, militaires, économiques. D'accord? Et persistance. Les opérations sont rarement volontairement abandonnées. D'accord? C'est pour ça que les Russes ont pénétré une bonne partie, hein, des infrastructures critiques des Américains. Les Américains en ont fait de même, je vous rassure. D'accord? Donc il faut des cadres, hein, des cadres, des cadriciels pour l'exploitation des réseaux informatiques. L'aspect de la discipline est constante, mais les principes doivent structurer la réflexion et aider à orienter les acteurs offensifs et défensifs. Alors, le CNE, il peut être divisé en 3 catégories. Alors, ce qu'on appelle les premiers principes, ils sont immuables et fondamentaux. Ça transcende la technologie en une constante évolution qu'ils cherchent à décrire. Il existe 3 de ces supports fondamentaux, principe d'accès, d'humanité et d'économie, hein. Là, donc le terme humain, le principe d'accès et les retombées économiques. Donc le principe de humankind, hein, la nature humaine, vous le savez, l'ingénierie sociale fait partie d'une sous-discipline du hacking. Ok. Donc c'est un domaine hautement technique. La technologie est également conçue et utilisée pour surveiller par des humains, hein. Ça a beau être automatisé, vous avez besoin d'équipes humaines pour faire ça. Et les technologies les plus sophistiquées au monde heu, sont créés tout simplement par l'être humain. D'accord? Donc on a ce général prussien, hein, qui l'avait noté, Karl von Clausewitz, qui dit que la théorie doit également prendre en compte le facteur humain et trouver de la place pour le courage, l'audace et même la témérité, hein. Il avait également dit: «La première des victimes d'un conflit armé, c'est la vérité», hein. Je vous laisse réfléchir sur ce qui se passe en Ukraine. Ensuite, les accès. Il y a toujours quelqu'un avec un accès légitime et un moyen de l'utiliser. Le président des États-Unis, il a les codes de lancement nucléaire. Le directeur de la banque, il a les accès au coffre-fort. Et moi, j'ai toute une collection de savons décoratifs dans ma salle de bain, si tu veux venir à la maison. Ok? Donc on a tous accès à des choses qui sont sécurisées. Bon, j'avoue, mes savons, c'est un peu moins classe. Donc les données sont pas différentes. Ok? On a des collections de données, ces collections, ces datasets, ces collection sets, il y a quelqu'un qui aura forcément l'accès. Ça deviendra une cible de haute valeur. Ok? Ce qu'on appelle des high value target, HVT.
liberté. Donc, on va tout faire, ok, pour récupérer ça, par différents moyens, coercition, manipulation, hacking, etc., etc. Ensuite, en termes économiques, les ambitions dépassent toujours les ressources disponibles, hein, qu'il s'agisse des objectifs politiques étrangers d'un pays, euh, le budget, hein, va poser problème. Donc il faut penser en amont aussi les ressources qu'on va allouer, hein, et combien de ressources, d'experts, de temps, d'argent, de personnes je vais pouvoir m'octroyer pour monter une opération. Donc l'argent et la technologie est à prendre en compte, d'accord? Ça va de même pour l'attaque informatique et la défense. La priorité, c'est le coût. Tout est question d'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, que ça soit pour défendre ou attaquer. Donc les principes. On a parlé de von Clausewitz, hein, le cadre, les cadriciels, pourquoi on les utilise en informatique, en cybersec? Parce que ça permet de servir de cadre, de référence, hein. C'est des outils qui vont stimuler et servir de guide à la réflexion, d'accord? On va ensuite les améliorer. Donc les principes peuvent changer, mais les circonstances, les perspectives également. On a l'armée américaine, si je dois vous donner un exemple, qui avait l'habitude d'exposer le principe de guerre qu'on appelle coopération en 1949 et qui ensuite l'a déplacé, remplacé par le principe d'unité de commandement. Ce changement de principe et de doctrine reflétait l'évolution des circonstances, principalement les progrès de la communication, qui permettaient aux informations en temps réel de circuler entre des unités et des commandements physiques séparés. Je vous parle tout le temps du command and control, ok? Bah voilà, c'est la doctrine militaire qui a été modifiée depuis 1949, ok? Aujourd'hui, tout est basé sur le command and control. Quand je vous parle d'offensive, de red teaming, on utilise des serveurs de command and control dans l'armée, ok? Qu'est-ce qui permet de quoi? De faire circuler l'information en temps réel entre des unités et des commandements? Eh ben, c'est le command and control, vous l'avez compris. Donc la coopération est devenue moins importante si une hiérarchie bien informée était en place et avait une vision et une vue d'ensemble. Les principes peuvent être également redéfinis. Le principe de guerre de masse est dérivé des temps anciens. L'idée de masser des forces, c'est-à-dire des personnes, au point critique, au point de défaillance, hein, au niveau d'une bataille, pour gagner justement la bataille. Si le général pouvait amener plus de soldats que son ennemi à supporter et à être au bon endroit au bon moment, hein, on dit toujours un ou plusieurs hommes au bon endroit au bon moment font toute la différence, hein, et c'est susceptible justement de vous faire remporter la bataille. Donc on a ce principe de masse, hein. La doctrine soviétique pendant la guerre froide, c'était le surnombre, hein. Pour 10 tanks américains, les soviétiques en comptaient 30, d'accord? Mais ça a changé, hein. Les armées, l'OTAN notamment, c'est la technologie, hein. C'est-à-dire qu'avec 10 tanks qui sont extrêmement technologiques, beaucoup plus technologiques et efficients que 30 tanks soviétiques, eh ben, les 10 tanks vont pouvoir détruire 30 tanks. D'accord? Alors il y aura des pertes, hein, on va peut-être en perdre un, 2 ou 3, mais les 7 restants auront détruit les 30 tanks soviétiques. D'accord? Donc c'est deux doctrines différentes, soit le nombre, la masse, soit la technologie, l'avantage technique qui va permettre d'avoir des armées ultra spécialisées, hein. Ben, c'est pareil, les hackers étatiques, ce sont des gens ultra spécialisés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin beaucoup, hein, mais c'est pas Mister Robot tout seul dans sa tête qui va lancer une cyberattaque, une APT. D'accord? C'est pas 3 hackers, de la Dark Army qui vont lancer une APT. Ça, c'est de la science-fiction. C'est Hollywood, d'accord? On a des centaines de hackers, chaque hacker va travailler en groupe, des sous-groupes, des sous-sections, et ces sections vont travailler à un des rouages qui permet la menace persistante avancée. On aura des cryptographes, on aura des experts en réseau, hein, on aura des gens qui vont travailler sur les exploits, sur les vecteurs d'escalade, hein, sur les failles, les 0D à développer, à crafter. D'accord? On a des programmeurs, des développeurs, ok? On a des spécialistes du stockage. Ok. Donc tout ça, hein, ça se combine et il faut tout un panel de profils pour pouvoir mener une menace persistante avancée. D'accord? Donc, au fur et à mesure de l'augmentation et de la puissance de la portée des armes au fil des siècles, la concentration des forces en un seul point était une recette pour l'anéantissement.
d'accord? Donc plutôt qu'abandonner purement et simplement, l'armée a réinterprété le principe pour signifier plutôt que la masse de la puissance de combat, que la masse en termes de puissance de combat, pardon, via la concentration des capacités terrestres, maritimes, aériennes à un point décisif. Donc ces principes sont des modes passagères et on a certaines techniques qui sont restées constantes malgré les changements évolutifs de la technologie au fil du temps. Donc si on doit faire une synthèse, les Romains disaient mens sana in corpore sano, hein, un esprit sain dans un corps sain. Bah vous c'est pareil, hein. Tu beau taper super vite sur ton clavier, si tu fais pas du sport, hein, et que t'es pas en bonne santé, bah tu verras que ça va jouer, hein, sur tes capacités offensives, défensives, d'accord? Donc tu dois soigner, t'occuper de ton corps et de ton cerveau pour devenir une machine de guerre. Donc les connaissances, plus sérieusement. On a une compréhension large et approfondie des ordinateurs, des réseaux informatiques, hein, et des caractéristiques comportementales, psychologiques des personnes et des organisations. Donc ça, c'est ce que je vous répète tout le temps, hein. Ingénierie sociale, vous devez parfaitement maîtriser, réseau informatique, parfaitement maîtriser, et connaissances approfondies, tant sur le plan logiciel que sur le plan matériel, hardware, des ordinateurs. Ok. Vous devez comprendre à la fois l'architecture des ordinateurs, des processeurs, si vous voulez commencer à attaquer en bas niveau, et comprendre également comment on peut hacker les personnes, comment on hack des ordinateurs, hein, puisque le cerveau humain, pour moi, ça n'engage que moi, n'est plus ni moins qu'un super ordinateur, et qui est capable d'opérations de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'opérations, et qui est capable de stocker de la mémoire en quantité incroyable. Ok. C'est biologique et ça consomme moins de 5 watts. Donc voilà, on fait toujours le parallèle, hein. C'est pas les mêmes techniques, mais on peut hacker les personnes comme on peut hacker les ordinateurs. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas utilisé que dans l'offensif, hein, vous le savez. Alors, on peut s'en servir en sciences politiques pour diriger un pays. Donc la cartographie du domaine opérationnel, ça c'est ce principe de sensibilisation, pardon. La détection active, la surveillance des événements en temps réel. L'innovation aussi, c'est la capacité de créer de nouvelles technologies, de tirer parti des technologies existantes et de développer, d'adapter les méthodes opérationnelles aux nouvelles circonstances. Et la précaution, hein, on va minimiser l'impact d'actions involontaires sur l'opération. La sécurité opérationnelle, l'OPSEC, c'est la minimisation de l'exposition du défenseur, la reconnaissance, et puis la réaction, prendre conscience aussi qu'il y a une opération qui est en train d'être menée. Le but, c'est d'être furtif. Et la sécurité du programme, limitation des dommages causés par la compromission d'une opération. D'accord. Le but, c'est de ne pas casser le système, pas entraîner un déni de service. Le but, c'est qu'il continue de fonctionner comme il fonctionnait, sauf qu'on est résident au sein du dit système. Je vous parle tout le temps de synergie, c'est ces principes, c'est l'objectif offensif idéal. C'est au centre de tous ces anneaux. L'innovation accrue améliore chaque principe euh, dont elle est limitrophe. Euh, D'autres principes s'opposent les uns aux autres. La sécurité opérationnelle et la sécurité des programmes sont souvent incompatibles, hein. Plus on est conscient, mais moins on a besoin de précautions, et vice-versa. D'accord. Donc encore une fois, hein, être confiant, mais penser aussi à ses arrières, se protéger. Donc rester humble, hein. Sinon on fait des fautes, on a tendance à sous-estimer son adversaire, et c'est là qu'on se fait avoir. D'accord. Donc encore une fois, tout ça, c'est des principes importants. Donc on verra, hein, ce qu'on appelle la stratégie offensive, mais il faut comprendre que ces principes vont de pair, hein, sont de concert, et parfois ils sont en opposition, en conflit. C'est pourquoi les principes ne doivent pas être considérés comme des objectifs en soi. C'est un guide pour la planification et l'exécution. Chaque opération unique a ses propres avantages et désavantages, hein, inconvénients. Et c'est encore une fois, tout est question d'équilibre, hein, au niveau de la durée de vie de l'opération. D'accord. Mais voilà, hein, être conscient, comprendre la technique, la maîtriser, douter de soi, douter de l'autre, avoir ce situational awareness, comme on le dit en anglais, et être conscient,
hein, de toutes les étapes de l'opération et combien de temps ça va nous prendre. Donc les thèmes, on a des thèmes récurrents, on a des quadriciels pour appuyer toute cette pensée. Dans un monde idéal, on ferait un catalogue, hein, on va référencer une liste de toutes les tactiques possibles et les utiliser en fonction des besoins de la mission. Mais c'est statique, hein. Or vous savez que le principe c'est d'être dynamique, s'adapter et on va adapter le nombre de tactiques, la vitesse et tout ce qui est la variabilité, hein, en fonction des changements technologiques, hein. Et ça rend donc cette approche statique impossible, hein. Bien sûr, chaque cyberattaque est différente, hein, en fonction de la surface d'attaque, des vecteurs d'attaque qui découlent de la surface d'attaque. Vous n'allez pas utiliser les mêmes techniques pour pirater le système. Donc le principe de diversité, hein, tirer parti d'un large éventail d'outils, de technologies, de méthodes de développement, de signature de réseau, d'infrastructures et des méthodes opérationnelles, la furtivité, la discrétion, hein, tirer parti d'outils, de technologies, de méthodes qui sont en grande partie cachées et quand elles sont visibles, sont peu susceptibles d'attirer l'attention, et le principe de redondance au niveau de la sécurité, des sauvegardes et des plans d'urgence en cas de revers, hein, ou d'obstacles, d'impondérables, d'obstacles qui sont prévisibles ou imprévisibles. Le principe de furtivité, encore une fois, il faut le définir, hein, ça n'a de sens que si on définit euh, quel est le motif, hein, de la furtivité, dans quel but on veut atteindre cette furtivité. Parce que parfois, elle ne sera pas nécessaire. D'accord? On fera du hit and run, hein, c'est-à-dire qu'on frappe très vite et on s'échappe, on part, on s'exfiltre. Il ne faut pas que le coût soit prohibitif de l'opération. Donc un exemple, on doit développer une capacité CNE contre des appareils BlackBerry, hein, pour améliorer la diversité technique de l'attaquant. La méthode de collecte peut être furtive. Cela peut offrir une redondance pour accéder au courrier électronique de quelqu'un. Mais développer une telle capacité est une mauvaise décision stratégique, car la part de marché de BlackBerry continue de chuter par rapport aux appareils iPhone et Android, hein, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Le nombre de cibles intéressantes utilisant des appareils BlackBerry diminuera, de facto. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une bonne stratégie? Non. D'accord? Donc si on a une cible de haute valeur ou hautement prioritaire, bah, ça vaudra peut-être la peine, hein, de crafter cet exploit pour le BlackBerry. Sinon, bah, on a tout intérêt à attaquer les autres salariés, hein, et puis grâce à leur iPhone, on pourra rebondir sur les réseaux et s'en servir de cheval de Troie. Donc avec une bonne stratégie, peu de décence peuvent y résister. En red teaming, si vous avez une bonne stratégie, vous allez rentrer comme dans du beurre dans les infrastructures de votre adversaire. C'est aussi simple que ça. Et même les grosses entreprises, croyez-moi, elles ont des réseaux totalement défaillants. Ok? Mais ça demande de sacrées compétences techniques, ça demande une sacrée organisation. C'est pour ça que Toto le hacker, il peut y arriver, certes, mais vous verrez que très souvent son obsèque est défaillante. C'est pour ça qu'il ira en prison. Contrairement à une agence de renseignement. Ok, donc voilà, collection de tactiques diverses, furtives, redondantes. D'accord? C'est ça, cette arme incroyable qui va permettre, grâce à des cyberarmes, de mener la cyberguerre. Donc voilà, je vais terminer là la partie 2, mais c'est ce qu'il fallait comprendre, l'exploitation des réseaux informatiques n'est que la dernière réincarnation de l'espionnage, hein, comme une part croissante des informations politiques, économiques et militaires au niveau mondial est stockée sur les réseaux, un cadre d'organisation d'analyse est nécessaire pour la sécurité nationale de chaque pays. D'accord? Les motivations et les objectifs du CNE sont essentiellement infinis, hein, c'est-à-dire que les opérations peuvent être regroupées dans l'une des 5 catégories qu'on a vues: collecte stratégique, collecte dirigée, CNA, CNA non cinétique, accès stratégique ou accès positionnel, et quelle que soit la catégorie, le maintien d'une opération mène probablement à un plus grand accès. Donc on sera toujours résident, et le but c'est de rester le plus longtemps furtif dans un système, d'accord? Pour continuer à faire le cycle de recueil d'informations opérationnelles ou décisionnelles, hein, puisque après l'information va être raffinée et on va faire des synthèses qui vont être redirigées euh, bah, tout simplement aux décideurs politiques, d'accord? Le but, c'est d'apporter de l'information qui puisse donner un avantage concurrentiel, technologique, industriel et décisionnel, hein, pour notre pays, pour les pays. Tous les pays font ça, hein, ne soyez pas dupes.
Certains ont plus de capacité que d'autres. Donc le CNE, c'est un domaine technologique en évolution rapide. C'est comme le red teaming, hein. Si vous ne vous tenez pas au courant, vous attendez que Toto le hacker sur YouTube, il vous donne des liens pour aller récupérer des outils. C'est à vous de faire votre popote, c'est à vous d'apprendre. Ok? Si vous n'avez pas cette démarche constante de vous améliorer, d'améliorer vos techniques, d'apprendre, parce que vous pensez que vous êtes le meilleur, ben, ben, c'est pas des gens comme ça qu'on a besoin. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui sont curieux, que ça soit en blue teaming ou en red teaming. Tu dois constamment voir ce que fait l'autre, en plus de toi, t'améliorer dans ton travail. Quels sont les outils, quels sont les langages de programmation que je vais pouvoir poncer, maîtriser parfaitement. Ok? Quelles failles ont été découvertes la semaine dernière? Qu'est-ce que fait la CVE qui a été découverte hier? Comment je peux l'exploiter? Ça, c'est votre travail, c'est votre homework, ok? C'est le boulot que vous devez faire à la maison. Si un jour vous voulez être bon en hacking, il n'y a que comme ça que vous y arriverez, hein. C'est pas en regardant des tutos, c'est pas en lisant même 500 bouquins. Si tu pratiques pas, si tu mets pas en adéquation et en pratique ce que tu as appris, eh ben, tu n'auras que de la théorie, hein. Et la théorie, ce n'est pas la technique. La technique, ce n'est pas la théorie. Ce sont deux choses diamétralement opposées. Mais les deux fusionnent. Et ça donne la dextérité. Ça donne des vrais hackers. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, élaborer aussi des stratégies, construire, planifier, exécuter les opérations. Donc ça, tout ça, c'est un état d'esprit, hein. Encore une fois, vous ne pouvez pas le deviner. Je vous ai dit, avant vous, il y a des gens qui vous ont précédé et qui ont réfléchi à toutes ces questions. Ok? Inspirez-vous. Donc, on verra euh, dans les prochaines vidéos, hein. Comme c'est un petit peu costaud et tout ça, je vais faire encore une fois des synthèses et il y aurait beaucoup à dire, mais on va se mettre dans la peau de l'attaquant, hein, et ensuite dans la peau du défenseur, et on va aborder plein d'autres sujets, hein. Voilà, il y a encore plein de vidéos, je pense que je vais en faire encore une dizaine, facile. Tout va dépendre du nombre d'informations que je vais devoir synthétiser, mais voilà, hein, c'est bien de voir un petit peu en red teaming, en blue teaming, en purple teaming, ce qu'on fait dans les entreprises, dans le monde civil. Euh, mais c'est bien aussi de voir ce que font les États-nations, les services de renseignement, le renseignement militaire. D'accord? Puisque je vous disais, c'est un autre niveau d'organisation, de technicité, ok? Et de moyens. Par contre, c'est hautement classifié. Par contre, vous le savez, ben, on peut pas trop rentrer dans les détails. Moi-même, hein, j'ai pas tous les détails. Je me base sur des livres, vous le savez. Et c'est pareil, on ne peut pas aborder la technique puisque ça va à l'encontre de la politique de YouTube. Voilà, moi je m'arrêterai là, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.